Voilà pour Charles Pazzi et son album qui s'appelle Sometimes Awake. Donc vous avez compris, c'est un album à ne pas louper. Venez l'emprunter à la médiathèque. Je laisse maintenant la parole à Monique qui nous a sélectionné 2 petits livres. Voilà, Monique, je te laisse tout simplement la parole. Je voudrais vous parler de 2 livres documentaires au secteur jeunesse, 2 livres qui nous parlent de science d'une façon vraiment très très originale. Le premier s'appelle « C'est mathématiques ». Ce livre va nous proposer une vision éclectique et vraiment pleine de fantaisie sur les maths. Au fil des pages, on découvrira les origines, les premières matières à calcul, la géographie évolutive ou les inventions qui en découlent. Premier chapitre, on s'aperçoit bien qu'on a toujours compté. Ce sont les 1001 façons de compter. Pour le dénombrement, on s'aide de notre corps, les doigts, les phalanges, mains ou corps entier. Ou encore, on peut noter les quantités par des encoches, des nœuds. On peut utiliser des cailloux pour compter les moutons, par exemple. Et puis, pour parler de plus grandes quantités, avec les premiers chiffres, il faut savoir que ces chiffres naissent en Mésopotamie, mais que tout le monde a inventé aussi des chiffres. Les Égyptiens, c'était plutôt des fleurs, des têtards et des anses de panier qu'ils traçaient sur leurs feuilles de papyrus. Et les premiers calculs, eux, apparaissent avec quelques révolutions que sont le zéro, le négatif, la fraction ou l'égalité, les unités de mesure. Voilà, toutes ces façons de compter. Dans le chapitre 2, c'est les maths au fil des jours. Donc là, on va nous démontrer que les mathématiques interviennent dans la construction, le commerce, la découverte du monde, la météo, la compréhension de la société avec les statistiques, la communication ou Internet. Chapitre 3. Quand les mathématiques sont magiques. Et oui, les maths, c'est un petit peu magique puisque on note dans la nature la présence de l'infini, du nombre pi, des fractales, vous découvrirez ce que c'est. Alors, je m'explique. Pourquoi on découvre dans la nature l'infini? Un exemple. Lorsqu'on divise la longueur d'un fleuve avec tous ses méandres par celle à vol d'oiseau de la source à l'embouchure, le résultat est toujours proche de pi. Plus le relief est plat et plus ce rapport est proche de pi. Les fleuves Amazon et Mississippi en sont les meilleurs exemples. Tout cela, c'est magique. Ensuite, dans le chapitre 4, les mots et merveilles mathématiques, on nous explique comme la naissance de la Terre, de la vie sur la Terre, de l'homme ou de l'écriture. Celle des mathématiques est vraiment une notion importante à comprendre, car grâce à elle, c'est l'homme et son évolution, tout simplement, que l'on va comprendre. Alors, un livre, on l'a déjà dit, qui permet de découvrir une évolution de notre vue du monde. Chaque étape est importante, donne accès à une autre et provient d'un peuple différent. Plein de choses vraiment magnifiques à découvrir. Il y a eu des inventions vraiment très importantes, la naissance du zéro, le concept donnant accès à la notation des grandes quantités. On découvre que le théorème de Pythagore permet l'urbanisation avec des murs en fin droit, la géolocalisation ou les angles pour découvrir l'espace, trouver la bonne adresse en voiture, je sais que c'est pratique, ou même permettre à nos avions d'arriver en moins de temps à leur destination. Alors, ce livre est vraiment imposant en termes de découverte, mais il peut aussi se picorer facilement par chapitre et par notion. À souligner, c'est vraiment important que les illustrations donnent beaucoup d'humour et nous décomplexent vite. On a à chaque fois une double page. Page de gauche, c'est le texte. Page de droite, c'est superbes illustrations humoristiques. On va aussi trouver beaucoup de petites mises en pratique, des jeux qui sont proposés aux lecteurs. Tout cela fait que ça permet un lectorat très large, d'un enfant qui commence à découvrir les premiers calculs, à un adolescent ou un adulte intéressé. Et les plus experts y trouveront eux aussi quelques pistes de merveilles supplémentaires. Voilà. Un livre vraiment qui aborde de manière simple, précise, ludique, des notions que nous utilisons dans notre quotidien, à découvrir absolument un gros coup de cœur. Le deuxième documentaire pour la jeunesse, qu'on trouvera lui aussi au pôle L'homme et la nature,
s'appelle le livre des trous. Comme son nom l'indique, voici le premier livre consacré aux trous. Alors ça commence par une interview de Monsieur Trou, éminent collectionneur de trous évidemment. Donc on va lui demander, Monsieur Trou, d'où vous vient cette passion pour les trous? Quelles sont les plus belles pièces de votre collection? Pouvez-vous dire à nos lecteurs ce que vous appelez un trou? Et y a-t-il encore des pièces que vous rêvez d'acquérir? Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Et au détour de 6 chapitres, vont être passés en revue tous les types de trous que l'on peut rencontrer. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Alors, c'est ceux de la Terre, peut-être les plus connus, parfois spectaculaires, les volcans, les gouffres, les cratères. Ceux des animaux, ça va des trous d'insectes aux trous de phoques. Alors, il y a des trous douillets, mais des trous puants aussi, nous explique Monsieur Trou. Les trous du corps humain, les trous intimes, les trous d'aération, et ceux qu'on va se rajouter si on veut se faire poser un piercing ou des boucles d'oreilles. Les trous fabriqués par les hommes, très très nombreux, ceux-là dans l'architecture, les trous pour circuler comme les tunnels, tous les trous de chantier, les puits de pétrole, les mines de charbon, les cachots, ça c'est un peu moins drôle. Les trous qui font tellement partie de notre quotidien qu'on ne les voit plus, les trous de la mie de pain, les trous de la passoire. Mais aussi, le documentaire se termine par ça, les trous dans la langue française. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer l'évolution du mot trou dans le dictionnaire à travers l'histoire. C'est très intéressant. Toutes les expressions avec le mot trou en langue étrangère. Voilà. Beaucoup d'humour dans ce documentaire, agrémenté de nombreuses photos et d'excellentes illustrations. Monsieur Trou nous explique qu'il a bourlingué dans le monde entier pour nous dénicher des trous hors du commun. Et ça donne un doc atypique d'une centaine de pages, à la couverture trouée, bien sûr. En résumé, une véritable mine d'informations et surtout une façon d'approcher et d'apprendre les sciences tellement originale et tellement réussie. Merci Monique pour cette chronique. Et maintenant, ça va être la première chronique de Emmanuel. Emma qui nous a fait 2 chroniques pour cette émission. Elle va nous parler de Feng Shui et d'autres choses, car les chroniques d'Emma souvent partent dans d'autres directions que celles prévues au départ, et c'est très bien comme ça, c'est l'excellente chronique d'Emma. Bonjour, je vais ouvrir cette chronique en vous parlant moi aussi d'une science toute particulière, d'un savoir-faire oriental qui est celui du Feng Shui, un petit voyage qui s'annonce des plus ésotériques. Je vois d'ici les plus sceptiques d'entre vous qui, le doigt sur la gâchette, s'apprêtent à zapper ma chronique. Libre à vous, mais surtout soyez libre de vous interroger. Et si le Feng Shui pouvait réellement changer votre vie? Alors, oui, ne manquez pas cette occasion de voir les choses autrement et de les modifier peut-être. Alors, qu'est-ce que le Feng Shui? Eh bien, c'est un art oriental millénaire qui vise à harmoniser l'homme et son environnement. Comment influencer de manière favorable l'énergie environnante avec votre propre énergie? Comment déterminer le meilleur emplacement d'un bâtiment, d'une maison ou de vos meubles? Je vous conseille donc de lire le livre de Lilian Toh qui s'intitule Total Feng Shui. Vous trouverez dans ce livre les techniques pour déterminer la meilleure couleur de votre maison, mais aussi votre meilleure direction de croissance personnelle. Oui, oui. En fonction de votre année de naissance, vous trouverez les meilleures orientations spatiales pour favoriser votre santé, votre bien-être, votre prospérité et vos amours. De plus, une partie de la pratique Feng Shui a une nature protectrice comme les rituels de purification de l'espace, destinés à renouveler le Qi, c'est-à-dire l'énergie. Alors, pensez Feng Shui. Pour cela, je vous propose un petit rituel de purification. Alors, pour purifier l'intérieur de votre maison, par exemple, vous pouvez réciter le célèbre mantra bouddhiste Om Mani Padme Hum. Tournez autour de la pièce avec un brûleur d'encens. À mesure que la fumée monte et se répand, récitez le mantra et bénissez symboliquement la maison. Alors, il est conseillé de réciter ce mantra 108 fois. Bon, si les 108 fois vous paraissent un peu longs, vous disposez à la médiathèque du CD qui s'intitule Om Hom Hom Indian Mantras,
où le mantra peut s'écouter, oui, non-stop pendant 75 minutes. Un coffret donc qui vous propose des mantras et des chants destinés à favoriser la méditation. Bien entendu, je vous déconseille vivement l'écoute de ce mantra en voiture. Nous nous déchargeons de tout problème de lévitation. Et je vous propose un court extrait de ce mantra. Voilà, revenez doucement avec moi. Et passons à la suite, car je vous propose pourquoi pas de relier le Feng Shui aux théories de la physique quantique. Les plus rationnels d'entre vous pourraient me rire au nez, mais je vous invite à lire les croustillantes chroniques d'Étienne Klein dans son livre Le monde de Klein, où l'auteur physicien renommé nous parle de physique quantique. Le nez de certains pourrait se retrousser les manches pour comprendre, car en fait, tout comme dans la physique quantique, la conception orientale de l'univers nous parle de l'unité et de l'interaction de toute chose et de tout événement. Cette unité fondamentale de l'univers est l'une des révélations les plus importantes de la physique moderne. Ce que dit la physique quantique, ce n'est pas que les particules quantiques sont des objets classiques aux propriétés incertaines, mais qu'ils sont d'autres sortes d'objets que les objets classiques. Que l'univers serait constitué de 4% de matière classique, de 26% de matière noire et de 70% d'énergie noire que les physiciens essayent encore de comprendre. Le vide n'est donc pas le vide. Le vide n'est donc pas le rien. Il contient une énergie. Une énergie inconnue à laquelle peut-être le Feng Shui, à travers des siècles de pratique et d'expérience, veut nous relier. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Je vous renvoie à ce questionnement. Mais à trop parler de tout et de rien, je devine le creux et le vide de votre estomac. Je vous invite donc à faire le plein d'énergie au rayon bien physique, celui-ci de la médiathèque. Du côté des livres de cuisine où vous découvrirez de délicieuses recettes énergisantes. Et pour ma part, un carré de chocolat à 70% d'énergie noire. Allez, bon Feng Shui. Merci Emma pour cette chronique science et pseudosciences qui viennent conclure la première partie de cette émission. On va enchaîner avec la deuxième parenthèse musicale. Alors j'ai choisi pour cette deuxième parenthèse musicale un groupe de math rock. Alors vous avez bien entendu, c'est de math rock comme les mathématiques, math plus loin rock. C'est un genre qui est sorti à la fin des années 80, tout début des années 90. C'est un genre qui est issu du punk et probablement de groupes punk qui avaient envie de complexifier un petit peu leur musique. Et qui, au lieu de donner de la musique, vous savez, la musique rock souvent est fractionnée en mesures de 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1, voilà. Pendant tout le long, c'est souvent comme ça que sont conçues la plupart des chansons de rock, de pop, souvent de jazz aussi, de variété, etc. C'est sur des mesures à 4 temps. Eh bien, ces punks qui ont inauguré le math rock ont commencé à écrire du rock avec des mesures composées. Voilà, ce qu'on appelle des mesures composées, c'est des mesures qui vont au-delà du 4-4. Hein. C'est des mesures qui parfois font 5 temps, d'autres qui en font 3, et puis ils mélangent tout ça, ce qui donne une musique extrêmement technique à jouer, en tout cas pour la rythmique, et c'est étrange que ça vienne du mouvement punk, étant donné que le mouvement punk avait largement contribué à diminuer la technique musicale. En tout cas, ça a donné ça a revivifié la musique underground, la musique rock de manière générale. L'album que je vous propose, le morceau que je vous propose aujourd'hui, c'est un morceau de Battles, un groupe très récent, hein. Là pour le coup ça vient pas des années 80. Ils ont sorti un album en 2007
Ils en ont sorti un même plus récemment, il me semble que ça date de 2011, mais là l'extrait que je vais vous proposer sort de l'album de 2007, Battles. Donc c'est un groupe de mat rock aux influences extrêmement diverses, comme beaucoup de groupes se revendiquant de cette mouvance-là. Alors d'habitude le mat rock a une rythmique plutôt jazz, et des mélodies et puis une guitare plutôt rock. Alors là c'est pas vraiment le cas. Vous allez voir, la batterie est plutôt très rock. Le batteur vient du groupe de hard rock metal des années 90, Helmet. Alors vous allez voir, c'est pas du tout du metal, c'est vraiment du rock indé, du rock du mat rock de plus pur jus. Vous allez voir une construction rythmique assez difficile à appréhender à la première écoute. Vous allez donc, je vais vous proposer, et je vais vous laisser écouter, vous verrez ça. J'ai réussi quand même à vous trouver un morceau avec de la voix. Alors vous allez voir, les groupes de mat rock en général n'utilisent pas la voix de la même manière que la plupart des groupes. Vous allez probablement pas comprendre les paroles, personne n'y comprend en général grand chose. La voix est très souvent utilisée dans le mat rock comme un instrument en réalité, et même la plupart du temps, les groupes de mat rock sont souvent des groupes instrumentaux. Là je vous en ai trouvé un quand même avec une partie voix. Je vous laisse avec le formidable morceau Atlas de Battles, et je souligne que nous avons le disque à la médiathèque.